Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation qui fait tellement bien les choses, qui fait un temps magnifique. Donc voilà, c'est vraiment super. Donc oui, je vais vous parler un peu d'hydrogel à base de polysaccharides à travers une approche biomimétique. Donc ce travail, c'est une partie de la thèse de Hadi Adrich qui a été encadrée par Virginie Dulon, Didier Le Cerf et moi. Et ce travail a été effectué au laboratoire polymère, biopolymère surface à l'université de Rouen. Donc, brièvement présenter le labo dans lequel je travaille, il y a 5 groupes et donc moi je travaille dans le groupe système colloïdaux complexe. Et pour recadrer le travail d'Adi, pour expliquer un peu ce qu'on fait dans cette équipe, on travaille sur des polysaccharides, donc différentes origines de polysaccharides, pratiquement toujours hydrosolubles, donc d'origine végétale, animale, bactérienne, fongique. On a travaillé sur des exudats d'arbres, la gomme arabique par exemple, on travaille sur des microalgues aussi. Il y a des gens ici avec qui on travaille dans une ANR. Et puis on travaille aussi pas mal sur l'acide hyaluronique ces derniers temps. Et l'objectif, c'est en fait d'essayer de greffer des groupements fonctionnalisés, pour fonctionnaliser le polysaccharide, donc soit des groupements chargés, positifs, anioniques, les deux, des groupements hydrophobes pour avoir des comportements fiphiles, associatifs, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais on peut aussi greffer des enzymes et puis aussi des liens de réticulation. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir des variétés macromoléculaires assez riches. On peut greffer en peigne sur le polysaccharide, on peut greffer aussi en bloc en utilisant l'extrémité réductrice. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des polymères fonctionnalisés, d'essayer d'avoir des propriétés stimuli-sensibles, adaptatives, donc dans le domaine de l'assemblage en solution, des interactions avec les enzymes, fonctionnalisation de surface et d'hydrogel, ce que je vais préciser. L'objectif c'est du contrôle en général, donc de contrôle rhéologique, du contrôle de surface, contrôle de libération de drug delivery, libération contrôlée ou de culture cellulaire, toujours dans l'idée d'avoir des paramètres pour modifier les propriétés des matériaux, qui soient le pH, la force ionique ou la température. On essaye aussi un peu la lumière là, dernièrement. Donc voilà, on va parler d'hydrogel là aujourd'hui. Donc des hydrogels, bon, vous savez tous ce que c'est, hein, c'est un réseau tridimensionnel assez lâche qui va être capable d'absorber des grandes quantités d'eau. Donc il y a beaucoup d'applications, notamment dans le domaine biomédical. Mais bon, la plupart du temps, on sait faire des hydrogels avec des polysaccharides depuis longtemps, mais on utilise généralement des agents de réticulation qui ne sont pas toujours très soft. Donc voilà, souvent on peut prendre l'épichlorhydrine qui est bien connu, ou d'autres molécules. Et donc l'idée, c'était d'essayer de trouver un peu autre chose. Et donc l'approche biomimétique, elle concerne à observer un peu ce qui se passe dans les graines de céréales. Donc les graines de céréales, généralement, comme beaucoup de graines, sont recouvertes d'une couche de polysaccharides qui donne des mucilages. Et quand on regarde les graines de blé, par exemple, on voit que ces polysaccharides sont essentiellement des arabinoxylanes. Et dessus, on va trouver la présence de groupements chimiques qu'on appelle des acides féruliques. Et ces acides féruliques ne sont pas en très grand nombre, mais ils vont réagir avec le métabolisme de la graine, notamment avec des enzymes, mais notamment la lacase. Et la lacase va venir dimériser ces groupements d'acides féruliques. Et en dimérisant ces groupements d'acides féruliques, elle crée des liens de réticulation entre les chaînes de polysaccharides, et ça va donner un hydrogel. Donc probablement la plante a besoin de ça pour fixer un peu d'eau au moment de la croissance. Mais on s'est dit que cette approche était intéressante, et on s'aperçoit que sur les arabinoxylanes, les taux sont relativement faibles. L'idée générale de la thèse de Hadi, c'est de dire est-ce qu'on peut trouver le moyen de greffer de l'acide férulique sur des polysaccharides, une large gamme, de faire réagir le tout par la lacase et de voir si on peut obtenir des hydrogels. Donc on a essayé de faire ça sur des polymères anioniques. Alors bien sûr, il va y avoir une chimie qui va être nécessaire de mettre en jeu. Donc sur les anioniques, on va avoir des charges négatives et des acides carboxyliques, donc carboxylates. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur cette fonction chimique pour faire le greffage. Sur le pullulane, qui est un modèle non ionique, il va falloir trouver une autre chimie. Donc je vous propose de commencer d'abord par les anioniques. Et donc on a commencé avec un polymère modèle qui est le carboxyméthylpullulane, qu'on carboxyméthyle au laboratoire. Donc c'est un polymère neutre, flexible, linéaire, qui une fois qu'il est modifié, on voit apparaître les fonctions acides. Ensuite, on a étendu ça à l'acide hyaluronique parce que c'est un polymère anionique aussi, mais qui est plus un polymère à vocation d'application, biomédicale notamment. Et pour finir, le pullulane qui est neutre. Alors on va voir qu'on a besoin d'acide adipique dihydrazide, l'ADH, pour faire cette réaction-là, que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur la chimie.
Juste très simplement, voilà, on retrouve l'acide férulique ici, et on voit qu'il y a une fonction acide carboxylique. Sur nos polymères, on va avoir des fonctions acide carboxylique aussi, donc c'est pas facile de faire agir les deux. Par contre, il est possible de faire agir un acide carboxylique avec une amine. Comme ça, on va faire un lien amide. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'ADH, qui a deux fonctions amines. Il y en a une qu'on va condenser sur l'acide férulique pour obtenir cette molécule-là. Et il nous reste donc une fonction amine qu'on va venir condenser sur notre polymère pour obtenir un polymère greffé. Donc pour ça, on va utiliser juste un activateur qui est un carbodimide qui va permettre de booster un peu la réaction. Donc voilà, ça marche, hein, on crée des liens amides. Là, il y a plusieurs essais qui ont été faits. Bon, si on vise les degrés de substitution, hein, c'est le nombre de groupements d'acide férulique par % sucre, par exemple. On voit que la réaction n'est pas d'une efficacité énorme, hein, mais c'est pas grave. Donc si on vise 7%, on obtient 1%, etc. Mais on arrive quand même à décliner un certain nombre de dérivés qui vont de 1% à 11% d'acide férulique. Ça nous donne des taux qui sont bien plus importants que ceux qu'on trouve sur les arabinoxylanes naturels. Voilà. Donc ça, c'est un premier intérêt. On a dosé les DS, hein, je ne vous montre pas les spectres, mais on les a dosés par RMN, et puis on a contrôlé ça par un dosage spectroscopique dit de Follin. Et ça marche plutôt bien, surtout quand les taux sont grands. Alors on a passé ces polymères aussi en solution en analyse de chromatographie d'exclusion stérique, diffusion de la lumière visco. Ça nous permet d'avoir les distributions des masses molaires et des tailles. Donc on voit que le précurseur est autour de 300 000 à peu près. Et on voit que quand on greffe, en fait, on a une augmentation assez sensible des masses molaires. Dans le même temps, on a une diminution de la viscosité intrinsèque, qui est une fonction du volume hydrodynamique. Donc on a l'habitude de ça parce qu'on a travaillé sur des associatifs amphiphiles. Et donc ça montre tout simplement qu'on a des agrégations qui s'établissent entre les chaînes de polymères et des agrégats qui sont aussi assez compacts. Donc ces agrégats compacts, en fait, ils sont dus aux interactions hydrophobes entre les groupes d'acide férulique dans un milieu hydrophile. Donc ça, c'est bien connu dans les polymères associatifs. Donc ce sont des associations dues à l'amphiphilie du polymère. Alors après, il a fallu voir si ça marchait avec la lacase. Donc on a pris ici un polymère à 20 grammes par litre, greffé à 3%. Et là, vous avez une courbe de rhéologie avec le module élastique, G', le module visqueux, G seconde, la viscosité complexe, en fonction du temps. Et on voit déjà ce qui se passe. Hein. On part au départ de la réaction, quand on vient juste introduire la lacase, on a un système qui est plutôt visqueux. Hein. Le module visqueux ici est supérieur au module élastique. Et on voit la croissance des modules au fur et à mesure du temps, qui montre qu'on est en train de connecter nos chaînes de polymères. Alors, le point de gel, c'est toujours quelque chose qui est un peu délicat à aborder. En première approche, on peut dire que le croisement des modules peut être considéré comme un point de gel, mais c'est peut-être pas tout à fait la réalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la connexion continue de se faire, et à la fin de la réaction, on voit que les modules tendent vers des plateaux, et ça nous donne un hydrogel, où le module élastique est clairement supérieur au module visqueux, et visuellement, on voit bien qu'on a fait un hydrogel. Donc ça marche bien. On a bien sûr essayé de faire varier un peu de paramètres. Donc très rapidement, je vous montre l'influence de la concentration d'enzymes. Donc là, on est toujours à 20 grammes litre. Et on voit que si on augmente la concentration d'enzymes de 0,4 à 4, eh bien, ça joue directement sur la cinétique. Voilà. Les gels se forment beaucoup plus vite quand on met l'enzyme en plus grande quantité. C'est pas très surprenant puisque c'est un catalyseur finalement. Et si on fait varier le taux d'acide férulique sur les polymères, donc là on a de 1% à 12%, on voit que globalement on augmente la valeur des modules, donc on crée des gels de plus en plus structurés, mais si on en met vraiment beaucoup, à un certain moment, ça ne change plus grand-chose. Bon, ça doit être lié à la percolation du système. Une fois que le système est percolé, de toute façon, les acides féruliques ne peuvent plus être suffisamment mobiles dans l'hydrogel pour aller réagir et faire de nouveaux nœuds. Très rapidement, on voulait juste voir si c'était transférable sur l'acide hyaluronique. Donc on a fait exactement la même réaction. C'est transférable, sauf que il faut mettre beaucoup plus d'équivalents. La réaction est beaucoup moins facile à faire. Et ça, c'est sans doute en raison du fait que l'acide hyaluronique est beaucoup plus gros en masse et un peu agrégatif. Donc l'accessibilité est plus difficile. On le voit tout de suite sur les masses molaires. Donc effectivement, l'acide hyaluronique, c'est plutôt 1 600 000, 1,5 million. Et on voit aussi que la masse diminue fortement dès qu'on fait du greffage. Et donc là, on a mis en évidence une hydrolyse assez importante de l'acide hyaluronique qui est plus fragile. Et ça, c'est dû aux étapes de purification. On est obligé de faire de la dialyse contre de la soude.
Et c'est sans doute ça qui dégrade. Mais on voit toujours l'effet agrégatif qui arrive après, avec toujours ces hydrophobes associés qui donnent ce caractère agrégatif. On vient de voir cette courbe, donc là c'est l'équivalent pour l'acide hyaluronique, je passe assez vite, hein. Donc il se passe la même chose, donc ça marche bien. Donc on a pu transférer ça d'un polymère modèle sur un polymère d'intérêt. Et la dernière manip que je voulais vous montrer, on a demandé à Adi de transférer cette idée-là sur des polymères neutres. Et là, Adi, bon, il est en fin de thèse, là, il a eu pas mal de difficultés parce qu'il était pas facile de trouver la bonne réaction. Il en a essayé plein, je vous les passe pas. Mais finalement, il a trouvé une réaction avec un carbodimidazole en DMSO. Donc la synthèse n'est pas dans l'eau, c'est un peu moins vert. Mais ça marche et on peut greffer de l'acide férulique. Alors vous voyez que les taux de greffage sont beaucoup plus faibles que tout à l'heure. Donc ça s'explique assez vite, parce que je vous ai dit que l'acide férulique était hydrophobe. Et il est beaucoup plus difficile de mettre des quantités importantes de greffons hydrophobes sur un polymère neutre. C'est une question de balance hydrophile-hydrophobe. Les deux précédents étaient chargés négativement. Donc il y avait plus d'hydrophilie dans le polymère, ce qui nous permettait de mettre plus de groupements hydrophobes. Là, on est assez limité, et on a toujours ce caractère agrégatif. Pour les connaisseurs, hein, le paramètre de Markowicz est vraiment très faible, même en dessous de 0,5. Normalement, on est dans les conditions θ. Mais ça marche, toujours, la même courbe. Et donc, il est possible de faire des gels avec des polymères neutres. Donc, pour conclure, en fait, on a vu qu'il était possible de faire des hydrogels par voie enzymatique en s'appuyant sur cette approche. On avait des associations hydrophobes qu'il fallait prendre en compte, notamment dans les propriétés physico-chimiques en solution. Sur un polymère neutre, on était assez limité dans le taux d'incorporation à cause de la balance hydrophile-lipophile. Je ne vais pas insister dessus, mais au niveau flexibilité du polymère, le polymère pullulane qui est neutre, comme il est très flexible, on est obligé de concentrer beaucoup plus. Donc on était à plus de 100 grammes par litre. Donc ça veut dire qu'il faut mettre plus de produits, c'est peut-être pas un avantage. Et les anioniques, ça marche bien aussi, notamment sur le HA. Et depuis ça, on a fait aussi quelques essais, parce que l'acide férulique a des propriétés naturelles antioxydantes et antibactériennes. Les propriétés antioxydantes ont été testées et avérées sur les hydrogels. On est en train de travailler sur les propriétés antibactériennes. Et on a aussi fait des tests de cytotoxicité qui montrent qu'il n'y a pas de cytotoxicité, donc ça ouvre la voie à des applications biomédicales. Voilà. Je vous remercie.